Donc, après tous ces échanges, ces exposés, ces séquences de questions, nous allons terminer ce congrès avec des avis et une synthèse qui vont nous être proposés par monsieur, successivement, madame Nézi. Ah, bah alors vous changez tout. Successivement, donc, alors, monsieur Nivose et madame Nézi, tous deux conseillers à la Cour de cassation dans la même chambre, la 3e chambre civile. Je ne sais pas, expertise conseil et conseil dans l'expertise, architecte expert ou expert architecte, outils, cadres, formation. Où vont nous mener vos avis et synthèses? Nous sommes curieux de les entendre et nous avons pleine confiance dans ce que vous allez nous rendre maintenant. Merci beaucoup. Alors, on remercie tous les deux le Collège national des experts architectes. Le sujet du jour, c'était l'architecte expert dans tous ses états. On a vu qu'ici, effectivement, on était dans tous nos états. On ne savait même pas si on allait pouvoir rentrer chez nous. Donc, le sujet était tout à fait adapté. Alors, on a compris aussi que le sujet du colloque était consacré à l'architecte conseil. Et je voudrais d'abord redire certaines choses sur le vocabulaire, parce que l'architecte a un métier particulier, il exerce une profession libérale, il bénéficie d'un monopole, d'un titre qui est protégé. J'en ai parlé avec l'un d'entre vous au moment de la pause, mais on ne peut pas utiliser le titre d'architecte si on n'est pas diplômé comme architecte. Et ensuite, pour déposer un permis de construire, et je parle sous le contrôle de notre présidente de la Cour administrative d'appel, il faut être inscrit à l'ordre pour pouvoir déposer un permis de construire. Mais donc, on est là face à une profession qui a un monopole, des prérogatives, une protection intellectuelle aussi de l'œuvre de l'architecte. Alors, ensuite, l'expert. Pour nous, l'expert, pour Françoise et moi, qui sommes des magistrats judiciaires, l'expert, c'est l'expert judiciaire. Aujourd'hui, on a appris d'ailleurs qu'il fallait parler de l'expert de justice, parce que, comme nous savons qu'il y a des experts devant les juridictions administratives aussi, eh bien, on peut être expert de justice, c'est-à-dire un expert qui est désigné par une juridiction, qu'elle soit de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif. Mais la déformation aidant, eh bien, quelquefois, je dirais expert judiciaire, alors que je devrais plutôt dire expert de justice, puisque les experts, finalement, travaillent pour les juridictions des deux ordres. Alors, on a appris, et j'ai beaucoup été intéressé par les propos de Robert Carvet sur l'historique des choses. Parce qu'on se rend compte de quoi? Eh bien que, finalement, ces listes d'experts, on en a besoin depuis longtemps quand on est magistrat. C'est-à-dire qu'on regarde, les premières listes d'experts remontent aux années 1660, les listes qu'on a trouvées, en fait, dans les archives, et on s'aperçoit qu'il y avait 3 catégories d'experts à l'époque qui étaient désignés par les juges: les joailliers, les architectes et les chirurgiens. Et vous voyez les 3 contentieux dans lesquels le juge avait besoin d'un technicien. Voilà les 3 formes de techniciens qu'on commençait, on va dire, à faire des expertises. Alors, on voit aussi qu'à l'époque, il y avait des juridictions ordinales, c'est-à-dire composées de professionnels de la construction qui réglaient les affaires de construction, comme on a encore aujourd'hui des tribunaux de commerce ou des conseils de prud'homme qui vont régler les affaires de droit du travail, de contrat de travail ou bien de questions de droit commercial. On s'aperçoit donc que petit à petit, notre système est passé à une juridiction institutionnelle. Et l'avantage de la juridiction institutionnelle, qu'on connaît depuis la Révolution dans sa forme actuelle, avec les 2 ordres de juridiction, eh bien, c'est que les juges qui la composent sont à la fois indépendants et impartiaux, c'est-à-dire ne sont soumis à aucune pression d'aucune sorte pour rendre leurs décisions. Alors, dans ce cadre-là, eh bien, on voit que finalement, l'expert judiciaire, c'était la fin d'un certain corporatisme et d'une organisation de la profession avec un jugement par les pairs. Alors, j'ai été assez étonné finalement de voir que le corporatisme pouvait revenir avec l'expert conseil, et le titre en lui-même est ambigu. Alors, j'ai envie de dire expert conseil pour qu'on comprenne de quoi il s'agit, c'est-à-dire que c'est un architecte qui est peut-être expert judiciaire, mais qui ne pratique pas la tâche d'expert judiciaire et qui a la tâche de rendre des conseils à des parties. Donc, en fait, c'est l'expert qui va intervenir pour donner des conseils à une partie. Et là, on se retrouve dans une situation un peu particulière, puisque
l'expert est celui qui va aider une partie à peaufiner son dossier. Cyril Charbonneau vous a expliqué tout à l'heure les rapports qu'il peut y avoir entre un avocat et l'expert qui vont rechercher quoi? Ils vont rechercher la meilleure situation pour leurs clients, c'est-à-dire la meilleure solution possible. Et là, personnellement, en tant que magistrat, il y a quelque chose qui m'apparaît immédiatement, c'est que les riches vont avoir des bons experts, des bons avocats, et puis les pauvres sont laissés de l'autre côté. On a une justice, vous voyez, qui est quand même, qui peut être déséquilibrée, ce qu'on ne connaît pas du tout dans l'expertise judiciaire. Alors, on s'aperçoit aussi qu'il y a une autre difficulté, c'est la formation de ces personnes qu'on appelle experts. Expert, c'est quoi? C'est celui qui a de l'expérience. Alors, on a vu avec les experts bois, Monsieur Hoquet qui nous a expliqué comment on choisissait les experts bois. On a vu avec Madame Labat que les experts en assurance déo eh bien, étaient choisis aussi selon certains critères. Et je dois dire d'ailleurs que j'ai été étonné parce que vous auriez pu prendre des magistrats pour composer vos jurys ou faire des choses comme ça, mais on s'aperçoit que là, on est vraiment dans l'organisation de l'expertise par la profession et en dehors des autres situations. Alors, quel mot choisir pour l'expert conseil et pour l'expertise qu'il va rendre? Nous, on a une expression entre nous, puisque dans notre domaine, il y a les procédures contentieuses et les procédures gracieuses, et un expert qui est désigné par une partie, on dit que c'est une expertise gracieuse. Ça a fait rire certains d'entre vous, mais c'est un mot courant que nous utilisons. On peut employer plein d'autres mots qui veulent dire exactement la même chose. Expertise amiable, expertise de partie, expertise privée, expertise non contradictoire, expertise d'assurance. Et on voit là une question intéressante, c'est que finalement, il y a 3 types d'expertise. Vous allez avoir l'expertise judiciaire, qui est l'expertise classique qu'on va connaître, ou l'expertise de justice. Vous allez avoir l'expertise déo, qui est un petit peu particulière parce qu'on a quand même admis une forme de procédure contradictoire dans cette expertise déo, et surtout, elle est quand même organisée par la loi. Donc c'est une expertise qui ne vient pas comme ça de la tête des parties, c'est une expertise qui a été organisée par le législateur. Et donc, pour moi, vous voyez, ça permet de considérer qu'il y a effectivement 3 catégories d'expertise: l'expertise judiciaire, l'expertise déo et l'expertise conseil. Alors, quel mot choisir pour l'expert conseil? Personnellement, vous voyez, ça me choque un peu quand on parle d'un expert conseil, parce que je trouve que ça entraîne la confusion un petit peu. Quand on parle d'un expert, on va penser... Alors, on aurait pu trouver le mot de, je sais pas, spécialiste, mais le mot d'expert conseil, finalement, je crois, va rentrer dans notre habitude. Alors, on comprend l'évolution finalement de toutes ces difficultés, c'est que les parties qui vont avoir des intérêts importants vont choisir un architecte expert et puis vont pouvoir préparer leur dossier comme ça. On voit aussi d'ailleurs que si les gens ont vraiment les moyens, ils vont pouvoir conserver leur architecte conseil pendant toute une durée de procédure, et y compris pendant une procédure judiciaire. Alors, ça m'amène à une deuxième observation, qui est que notre société aujourd'hui connaît un double mouvement, une double évolution depuis les années 1970-80. Première évolution, allez, je parle que pour les juges judiciaires et vous entendrez un mot en ce qui concerne le juge administratif, mais on a un phénomène de déjudiciarisation de la société. C'est-à-dire que dans notre société, depuis ces années 70-80, à chaque fois qu'un contentieux est important, eh bien, on aurait pu se dire, le contentieux est important, on crée des postes de juges et on augmente le nombre de magistrats. Non, on déjudiciarise le contentieux pour ne pas être embêté et conserver toujours le même nombre de magistrats. Alors, des exemples. Ça a commencé avec les chèques sans provision. C'était judiciaire, c'est devenu déjudiciarisé. Maintenant, c'est le banquier. Donc, vous voyez, par exemple, moi, j'ai une situation qui est confortable. Imaginez que demain, je sois en dépassement sur mon compte bancaire. Mon banquier va me téléphoner, il va me dire, Monsieur Niveau, c'est pas raisonnable. Je vais aller le voir, je vais lui dire, bon, d'accord. Je serai jamais interdit bancaire à la Banque de France, vous voyez. J'ai une amie allemande, elle a déposé un chèque sur son compte un matin, elle a fait un chèque l'après-midi, on lui a dit, ah oui, mais avec les dates de valeur, etc. En une journée, elle a été fichue interdit bancaire à la Banque de France. Et là, on voit que c'est la gestion privée, vous voyez, du contentieux. Ce n'est pas une gestion judiciaire, c'est une gestion privée. On a fait la même chose avec les accidents de la circulation. C'était 3/4 des affaires judiciaires quand j'ai commencé ma carrière professionnelle. Aujourd'hui, on n'a plus d'affaires d'accident. Exceptionnellement, on va régler, on va dire ce que c'est que l'implication du véhicule dans l'accident, mais autrement, on n'a plus tellement de difficultés.
Pareil pour la loi de 78 avec les constructeurs. On est passé de l'idée de responsabilité à l'idée de garantie. Alors ça, c'est un mot que je veux vous mettre en évidence, c'est-à-dire que dès que le législateur parle de garantie, ça veut dire quoi? Ça veut dire une responsabilité qui n'est pas fondée sur la faute, et en fait, on arrive à un système d'indemnisation. C'est plus un système de responsabilité fondé sur une faute, c'est un système d'indemnisation, simplement parce que quelqu'un a subi un dommage. Alors, on a, par exemple, dans notre domaine, un domaine proche du nôtre, la responsabilité du fait des produits défectueux, qu'on soit en responsabilité délictuelle, contractuelle, etc., on s'en moque, c'est le même régime juridique, et c'est comme ça pour tous les produits dangereux. Et regardez, en ce qui concerne les juges judiciaires, eh bien, récemment, on a confié certains divorces aux notaires. J'ai été juge d'affaires familiales au début de ma carrière, et on vérifiait quoi? Que la volonté de divorcer était libre et qu'il y avait un respect de l'égalité entre les couples. Eh bien aujourd'hui, des notaires vont pouvoir régler les successions qu'on dit pas importantes, mais est-ce que c'est pas important quand on divorce? Moi je sais pas, mais comme je dirais des fois, il n'y a pas de petites affaires, vous voyez, quand c'est comme ça. Il y a des affaires qui sont plus ou moins contentieuses ou compliquées, mais quand même. Et puis le dernier point, et je regarde notre présidente de la Cour administrative d'appel, eh bien regardez en ce qui concerne l'état d'urgence. Moi j'avais appris quand j'étais étudiant que le contentieux de la liberté c'était le juge judiciaire. Tout le contentieux de l'état d'urgence il a été donné au juge administratif. À tel point que notre premier président Bertrand Louvel dans l'audience de rentrée de l'année dernière a posé la question pourquoi on n'a pas été capable de garder ce contentieux et qu'est-ce qui fait qu'on a été dessaisi de ce contentieux de la liberté pendant l'état d'urgence. Vraie question qu'on doit se poser sur nous, magistrats. Alors, on voit cette volonté, vous voyez, de dessaisir les magistrats de certains contentieux. Et puis, deuxième volonté, une volonté de régler de façon amiable les différends. Ça fait écho aussi chez nous. On dit toujours, et vous connaissez l'adage, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Et c'est vrai. Les procès sont longs, c'est cher, etc. Mais quand on dit que le procès est long et cher, que la justice est trop longue et trop chère, honnêtement, on n'a pas l'impression que c'est à cause des juges que la justice est trop chère. Hein? Non, mais sans blague, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas comme ça. Et alors, maintenant c'est formidable, quand on compare avec les juges européens, on a une des justices les plus pauvres en France, les plus abandonnées par le pouvoir politique. Des fois, vous savez, les gens en France vous disent oh, on a trop d'avocats en France. Foutaise, comme dirait monsieur Cyril Charbonneau. On a en France 60 000 avocats, 66 000 peut-être, mais ils sont 120 000 en Allemagne, on est à près de 200 000 en Italie, on est à plus de 160 000 en Espagne, c'est-à-dire qu'on est sous-équipé en avocats partout, à tel point d'ailleurs que quand on a des gros dossiers, c'est les cabinets étrangers qui prennent les gros dossiers, c'est pas les cabinets français. Mais quand même, on est râleur et on dit il y a trop d'avocats en France, vous voyez, mais je crois que... Hein? On ne dit pas il y a trop de juges, non, ça c'est vrai. Alors, un mot sur les affaires de médiation, conciliation, transaction. Ça, c'est une question importante, c'est-à-dire que la médiation, c'est un système un petit peu comme l'arbitrage qui se développe en dehors de la magistrature. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut aller voir un arbitre, on peut aller voir un médiateur, et c'est le médiateur qui va régler les choses. On a des systèmes dans la procédure pénale de médiation qui sont organisés par le procureur de la République. Ça a un intérêt, vous savez lequel? C'est quand le procureur de la République fait ses statistiques, nombre d'infractions qui ont été dénoncées, nombre de réponses, on compte dans la médiation les réponses juridictionnelles qui ont été apportées. Mais ce n'est pas une réponse juridictionnelle, c'est une réponse qui a été apportée par un médiateur désigné par le procureur de la République. La conciliation, elle peut avoir lieu avant le procès ou pendant le procès. Si le juge est saisi, il y a une règle fondamentale. Quand un juge est saisi, il ne peut se dessaisir qu'en donnant un jugement. Et par conséquent, si le juge est saisi, la conciliation sera faite obligatoirement sous le contrôle du juge. Il peut y avoir une transaction. Si ça m'est arrivé quand j'étais juge de la construction à Paris, d'avoir un jour un très gros dossier, j'aurais été très curieux de voir comment ça allait se régler, parce que j'avais vu à l'époque déjà des affaires qui n'étaient pas très claires, vous voyez. Et quand j'ai demandé aux parties de me donner leur transaction, ils m'ont dit non, non, on transige, mais on ne veut surtout pas que vous ayez connaissance de la transaction. Et j'ai constaté la fin du procès sans savoir ce qu'ils avaient décidé entre eux, vous voyez. Mais ça, c'est une règle normale. Le juge est là pour arbitrer les conflits.
Quand les gens sont plus en conflit, on n'a plus besoin du juge, ou le juge constate que les parties sont plus en conflit, et c'est la fin de sa saisine. Alors, je crois que un mot à vous dire sur la clause de conciliation. On voit actuellement dans les contrats d'architectes, ça doit être, je pense, l'ordre des architectes qui a établi ces contrats types, il y a des clauses de conciliation obligatoires. Et alors, à la Cour de cassation, on s'est trouvé devant ces clauses de conciliation obligatoires. Vous voyez, ça peut être gênant. Par exemple, en matière de décennale, imaginez, vous avez une décennale, on vous dit qu'il faut d'abord aller voir une organisation qui n'aura aucun effet suspensif de la forclusion, et ça peut être embêtant. Alors, la Cour de cassation a dit, ah, attention, clause de conciliation, d'accord pour tout ce qui est responsabilité contractuelle de droit commun, mais lorsque la responsabilité est une responsabilité légale, pas de clause de conciliation obligatoire, et en tout cas, on peut ne pas appliquer la clause de conciliation obligatoire. Alors, paradoxe, vous voyez, c'est qu'on écarte le juge, on va prendre des experts privés, chacun va faire son truc, et puis on va arriver à se mettre d'accord, et j'ai envie de vous dire, eh bien, qui restera comme expert judiciaire après? Parce que finalement, c'est deux métiers différents quand même. L'expert judiciaire, il travaille pour la justice, il se doit être impartial, indépendant, il doit remplir les mêmes critères que le juge, il peut être accusé comme un juge. Ce n'est pas du tout le cas d'un expert conseil, il peut faire ce qu'il veut, il peut être payé comme il veut, comme le montant qu'il veut, et travailler pour qui il veut, vous voyez ce que je veux dire. Je vous dirais simplement que moi j'ai été pendant 10 ans conseiller à la Cour d'appel de Paris, et j'ai donc bien sûr participé à l'Assemblée générale de nomination des experts. Quand un expert avait été 30 ans expert d'assurance, et qui voulait devenir expert judiciaire après, eh bien, jamais il était nommé sur les listes, vous voyez, c'est-à-dire qu'un jour, comme ça, un expert est venu voir en me disant « mais ça fait 3 fois que je demande, je suis recalé à chaque coup ». Ah ben, je lui ai dit « oui, vous êtes expert d'assurance, maintenant, venez pas demander une inscription sur liste pour être expert judiciaire ». Pourquoi? On pense que quelqu'un qui a été expert d'assurance pendant 30 ans, il a perdu l'habitude de l'impartialité, vous voyez ce que je veux dire? Oui, il a été habitué à travailler pour un clan, et c'est évident quand même, hein. Alors, du coup, je crois que maintenant il faut se poser la question, et je vais laisser la parole à Françoise. Quelle qualité et quel devenir pour cet architecte expert conseil, et je vais lui laisser la parole. Merci. Oui, donc on voit que quand même la situation de notre architecte expert ou expert architecte est un petit peu délicate, du moins à choisir pour lui. Et donc j'ai un petit peu affiché, mais maintenant je pense que c'était vraiment intéressant, le fait que bon, ma matière privilégiée c'est l'environnement, et avec beaucoup d'échanges et de réflexions avec des collègues européens dans ce domaine où, alors là, la complexité, l'interdisciplinarité, la transversalité est vraiment une chose évidente, et où tout le monde est un peu tétanisé sur le moment devant cette diversité d'interventions possibles, et ce qui est ressorti de la journée, la diversité des outils finalement qui sont au service et présentés à l'expert pour ce qui nous concerne, et qui rajoute encore un peu plus finalement à la difficulté, et qui peut le mettre dans tous ses états, comme le dit le titre de notre colloque. Alors, tout au long de la journée, on a vu les outils, c'est passionnant. On a vu un œil très performant, on ne l'a pas vu voler, mais on a compris quand même que c'est des outils qui permettent, du moins celui-là, d'aller partout. C'est un outil qui se révèle, ça c'est très intéressant, utilisable alors que l'homme, l'expert, ne va pas pouvoir aller sur le terrain parce qu'il y a danger. Je pense à Lubrizol, par exemple, c'est aussi environnemental qu'un problème de construction. Et donc on peut surtout recueillir immédiatement des données qui ont vocation à disparaître rapidement. Donc pour un expert, c'est vraiment essentiel. Et en plus, c'est précis, c'est indolore pour le bâtiment quand il s'agit de faire des investigations plus poussées. Et apparemment, c'est plutôt économique quand c'est des investigations d'une certaine importance. On a aussi des outils qu'on nous a présentés, dits de conception
intégrer le BIM, moi je ne vois pas trop ce que c'est, mais enfin bon, apparemment c'est aussi fantastique, la 3D, le scanner, qui vont permettre, alors, soit des investigations précises, si j'ai bien compris, mais aussi voir des choses plus larges, puisqu'on nous a dit que ça pouvait intégrer aussi le cadre de vie, ce qui, à mon avis, est quand même un élément essentiel dans un regard d'architecte. Ce n'est pas uniquement, si j'ai bien compris, le point technique, il faut aussi, surtout quand on envisage les réparations, avoir une vision du cadre de vie. Bon, il a des outils, et puis il va avoir des formations. Alors, plein de formations techniques dès le départ, mais si j'ai bien compris ce qu'a dit M. Soulas, il trouvait que sur le plan technique, c'était quand même un peu juste, un peu court. Et pour s'assurer quand même qu'on va avoir un expert compétent, eh ben, des vérifications vont être faites, alors à la fois de sa formation, mais ce qui paraît un critère aussi essentiel, son expérience de terrain, mais aussi sa capacité spécifique à l'expertise, donc à rédiger un rapport au regard bien sûr de standards qui sont normés et donc révisés aussi, et une vérification qui peut aller même au-delà, se prolonger dans le temps et être réitérée. C'est ce qu'on nous a expliqué avec le certificat bois. Je ne reprendrai pas la petite réserve qu'a eue Luc Michel sur le fait que c'est un petit peu une cooptation entre experts eux-mêmes, avec l'intervention de l'ADO. Ça, l'ADO, elle est assez présente partout. Et donc, sans qu'il y ait d'intervenants extérieurs, y compris d'ailleurs sur l'aspect différence entre diagnostic et expertise, et sur la qualité du rapport pour être compris par des personnes extérieures à la profession elle-même. Donc peut-être que là, il y aurait quelque chose à rajouter. Alors, quand on voit ce foisonnement d'éléments et de difficultés, qu'est-ce qu'on peut en dégager? Et finalement, c'est là que je retrouve un peu nos aboutissements après des réflexions longues et difficiles sur l'environnement. Alors, à mon avis, un des points essentiels, c'est que l'outil reste un outil. Ça, beaucoup ont insisté là-dessus, et que ça doit rester un outil même quand on aura, par exemple, l'intelligence artificielle. Et c'est intéressant pour le rôle de l'architecte, parce que ça veut dire qu'il ne va pas être dépouillé, mais qu'il va devoir faire un effort pour garder son plein rôle et la pleine maîtrise de ces outils. On nous a dit que le BIM était un processus de gestion de projet et qu'il serait dangereux que l'architecte expert se réfugie derrière le spécialiste de l'outil. Donc ça, c'est déjà une des idées clés à intégrer. Et l'outil, il peut lui donner un rôle même supplémentaire. Ça peut en fait renforcer sa propre compétence, parce que pour bien utiliser l'outil, il va falloir qu'il définisse bien ce qu'il cherche. C'est ce qu'on nous a expliqué. Ça, c'est en amont. Il va falloir en aval qu'il soit capable de trier toutes les données qu'il va recevoir pour ne pas être submergé par les données, et les interpréter. Et puis aussi, on nous a dit les sémantiser. C'est-à-dire qu'il faut qu'il rende intelligible ce qu'il va retirer de tous ces nouveaux outils. On voit déjà finalement pointer une nouvelle force chez l'architecte expert, mais qui est finalement ce qu'il est déjà, c'est-à-dire d'être un tiers généraliste. Ça aussi, beaucoup d'intervenants ont insisté sur ce point, c'est-à-dire quelqu'un qui a une vision, quasiment le seul, qui a une vision globale du bâtiment et du cadre de vie, et
Donc les éventuelles formations techniques plus spécifiques comme la filière bois qu'on nous a expliqué ce matin vont en fait lui servir à dialoguer. Alors le mot dialoguer, l'avocat l'a utilisé, beaucoup de présentateurs nous en ont parlé aussi. Dialoguer, mais de façon très pertinente, puisqu'il aura quand même une base, et avec des techniciens plus spécialisés. Et cette idée de dialogue, d'arriver à avoir un langage, un socle de langage commun entre la technique, la science, si on se rapproche de l'environnement pour toutes les problématiques environnement-santé, où on a des sciences avec une évolution constante, bien c'est vraiment effectivement une des clés pour arriver à traiter des problématiques de façon intelligente et efficace. Et donc il faut effectivement pas que chacun reste avec sa connaissance et enfermé dans son monde, mais vraiment à une époque où tout est compliqué, où tout est évolutif, il faut vraiment arriver à réunir et tirer de ces échanges et bien, finalement des solutions qui, si elles sont effectivement bien construites, pourront effectivement peut-être être acceptées sans qu'on bascule nécessairement dans le judiciaire. Donc, c'est des confrontations entre des sciences qui sont parfois antinomiques, puisque le scientifique, lui, cherche, et ça ne gêne pas finalement qu'on évolue et qu'on bouge rapidement. Le juriste, il a une obligation de sécurité quand même. Le droit, c'est une obligation de sécurité, et pour assurer que bon, l'affaire ne sera pas jugée trop différemment dans le temps et dans l'espace. Donc c'est des matières qui quelquefois se confrontent, et donc c'est vrai que, et puis j'ai oublié le volet économique, c'est le cas en environnement, hein, les 3 piliers du développement durable intègrent l'aspect économique, social et environnemental, mais c'est aussi le cas pour vous, puisque bon, l'exigence économique d'un projet de construction ou d'une réparation d'une construction, bon, il va entrer en vigueur. Et j'ai noté aussi, relevé on nous avait dit qu'au niveau des solutions, la dimension environnementale, elle doit être parfaitement intégrée, et avec bien sûr vraiment le principe guide qui est la proportionnalité, que je manie quand même avec précaution, parce que la proportionnalité a tendance quand même souvent à faire émerger, enfin donner une priorité à l'aspect économique par rapport à l'aspect environnemental. Ça, voilà, donc c'est finalement une évolution qui est presque guidée par l'évolution de la société, hein, c'est le sentiment que j'ai. Donc ça, c'est bien ressorti de toutes les interventions, et j'ai relevé l'expression de M. Soulas, notamment cette notion de culture constructive qui fait justement appel à un dialogue de tous ceux qui vont intervenir à l'acte de construire, et le travailler ensemble qui, alors ça c'est très intéressant, qui permet d'éviter de surajouter des couches de compétences, mais donc grâce à toutes ces évolutions, mais des couches de compétences, si elles s'ignorent les unes des autres, finalement c'est pas très utile dans la vision qu'on a quand même d'une réparation et d'une aide à trouver une solution pérenne et si possible supportable par celui qui va devoir la mettre en œuvre. Donc en définitive, après avoir dit tout ça, et un petit peu comme en environnement, puisque quand on est vraiment dans un procès extrêmement complexe avec des règles techniques et puis des positions finalement qui se défendent aussi bien l'une que l'autre, bien souvent la clé pour s'en sortir, c'est de revenir aux principes
principes généraux et aux objectifs essentiels. Donc, avec un petit peu cette analyse, et de même que M. Viret nous a bien montré que le souci de performance, de rapidité, d'efficacité ne devait pas nous couper de la réalité historique et des leçons du passé dont nous sommes héritiers, eh bien, la clé pour guider notre architecte expert ou expert architecte dans tous ces états me semble être quand même de revenir à son idée d'origine. Le retour aux fondamentaux, c'est toujours quand même souvent là qu'on arrive à se rassurer et à retrouver un guide un peu solide. Donc, c'est son rôle qui maintenant tend vraiment à devenir central et fédérateur, donc plus un rôle isolé, et qui est, à mon avis, plus que jamais ancré sur ce que M. Klein a appelé le vrai métier, ou moi je dirais le cœur de métier, c'est-à-dire sa compétence spécifique de généraliste. À mon avis, c'est ça qu'il doit privilégier au premier chef. Et puis, eh bien, ce qu'on nous a dit tout au début, c'est-à-dire la conduite de ces opérations. Alors je cite, parce que c'est un langage un peu ancien, mais qui dit bien ce que ça veut dire, en homme éclairé, guidé par l'inflexible impartialité de l'honnête homme. Donc c'est vrai que bon, ça paraît un peu suranné, mais ça, à mon avis, c'est quand même le principe général, intemporel, qui est quand même le cœur de votre fonction, de votre métier, et qui, je dirais, finalement, vous garantit d'être le tiers de confiance, dont quelqu'un a également fait mention, tiers de confiance, finalement, quelle que soit la fonction ou le rôle que vous allez exercer, que ce soit l'architecte, concepteur, l'architecte expert amiable, l'architecte gracieux, ou l'expert judiciaire, finalement. Voilà, c'est moi ce que je retiens de ces deux journées particulièrement intéressantes.